Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable d'un cambriolage de banque qui a été qualifié du vol du siècle, grâce à un plan ingénieux élaboré par un cerveau brillant pour s'emparer d'un coffre-fort apparemment inviolable. Les détectives étaient perplexes face à cette énigme. L'histoire que nous allons raconter s'est déroulée dans une banque française appelée Société Générale, l'une des banques les plus connues de France, avec des succursales dans le monde entier. La banque se trouve à Nice, sur la Côte d'Azur, une belle région du sud-est de la France, le long de la Méditerranée. À l'époque, de nombreuses personnes déposaient leurs biens précieux dans cette banque, tels que de l'argent, des bijoux, de l'or, etc. La banque acceptait toutes sortes de dépôts et les plaçait en toute sécurité dans des coffres à l'intérieur du coffre-fort. Les clients avaient une confiance totale en la sécurité de leurs biens, car cette banque possédait l'un des plus grands et des plus solides coffres-forts de France. Mais le lundi 19 juillet 1976, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre, avec les employés prenant leur place pour une journée de travail typique. Rien d'anormal ne laissait présager quelque chose d'inhabituel. Tout allait bien jusqu'à ce que le directeur de la banque et quelques employés tentent d'ouvrir le coffre-fort pour accéder aux fonds destinés aux transactions des clients. La porte principale du coffre-fort s'est ouverte normalement, mais la porte intérieure est restée obstinément fermée. Peu importe ce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. Ils sont restés calmes, car ce n'était pas la première fois que la porte posait problème. Il s'agissait d'une porte en acier vieille de 75 ans, pesant plus de 20 tonnes, donc des problèmes de ce genre étaient courants. Le hic, c'était que de nombreux clients attendaient devant la banque, espérant que les employés ouvrent la porte pour pouvoir effectuer leurs transactions. Le directeur de la banque a alors contacté la société qui avait fabriqué le coffre-fort et qui en assurait la maintenance. Quelques minutes plus tard, un représentant de la société est arrivé pour tenter de débloquer la porte en utilisant diverses méthodes. Après un certain temps, l'expert a réalisé que la serrure fonctionnait parfaitement. Étrangement, il n'y avait aucune trace d'effraction ou d'effort pour forcer la porte. Malgré tout, la porte refusait obstinément de s'ouvrir. L'expert a rassemblé tous ses outils et a poursuivi ses efforts pour découvrir ce qui bloquait la porte. En même temps, des clients frustrés ont commencé à se rassembler devant la banque, de plus en plus impatients. Ils s'inquiétaient. Ils voulaient récupérer leur argent, leurs objets de valeur, mais personne ne leur disait pourquoi ils devaient attendre. L'anxiété régnait partout. Les experts qui essayaient de résoudre le mystère de la porte ne comprenaient rien, malgré l'aide d'autres personnes envoyées par la société qui avait fabriqué le coffre-fort. Ils ne pouvaient même pas comprendre ce qui se passait. C'était confus et compliqué. Ils n'avaient pas d'explication, sauf l'idée que la porte était fermée de l'autre côté, ce qui était impossible, car cette porte était la seule entrée et sortie du coffre-fort. C'était insensé. Vers midi, ils ont pris la décision de percer le côté de la porte du coffre-fort pour essayer de comprendre pourquoi elle était bloquée. À 3 heures de l'après-midi, un petit trou s'est enfin ouvert, leur permettant de jeter un coup d'œil à l'intérieur du coffre-fort. Le travailleur a déclaré que c'était impossible. La banque avait été cambriolée. Le directeur de la banque a immédiatement appelé la police. En quelques minutes, la banque était envahie par les policiers, y compris les plus hauts gradés de Nice, car ils savaient qu'ils allaient enquêter sur l'un des plus grands cambriolages de banque de l'histoire. Ils ont agrandi le trou, et tous ces policiers sont entrés. Les voleurs avaient pris tout l'argent qui se trouvait à l'intérieur, en plus de 4000 coffres-forts contenant des objets de valeur. Sur le mur, il y avait une citation écrite en gros caractères, « Sans armes, sans violence et sans haine ». La question qui se posait était de savoir comment les voleurs étaient entrés et sortis du coffre-fort, ce qui déconcertait les détectives. Ils ont découvert un trou qui menait à un tunnel reliant le coffre-fort au réseau d'égouts de la ville. Là, ils ont trouvé l'équipement utilisé par les voleurs pour ouvrir le coffre-fort. Tout avait été laissé derrière, montrant que c'était une opération d'envergure. Il y avait 27 bonbonnes de gaz utilisées pour alimenter les chalumeaux, de l'équipement de ventilation pour apporter de l'air frais dans le tunnel, ainsi que près d'un demi-kilomètre de câbles électriques. Ils devaient avoir planifié cette opération massive pendant des mois, ce qui explique la valeur de ce qu'ils ont volé, soit environ 10 millions de dollars. C'était le plus grand cambriolage de banque de l'histoire du monde, qualifié du vol du siècle, et la plupart des médias internationaux ont utilisé cette expression comme titre. La banque a offert une récompense de 250 000 $ à quiconque fournirait des informations conduisant à l'arrestation des voleurs.
Il ne s'agissait pas seulement du plus grand cambriolage de banque, mais aussi de l'enquête la plus importante. Des détectives hautement gradés venus de toute la France ont été mobilisés, et ils ont commencé à interroger des milliers de personnes, employés de la banque, clients qui avaient des coffres-forts dans le coffre, ouvriers et personnes vivant aux alentours de la banque. Les preuves ont montré qu'un gang bien connu appelé les Rats des égouts était complice de ce cambriolage. C'était un gang qui utilisait le système d'égout pour la plupart de ses crimes. Après une longue période d'enquête, les détectives ont trouvé des suspects et étaient presque certains qu'ils faisaient partie des Rats des égouts. Cependant, ils avaient le sentiment que jusqu'à présent, aucun des suspects n'avait la capacité de planifier une opération de cette envergure. Ils ont donc décidé de les placer sous surveillance constante, car ils cherchaient le cerveau derrière cette opération. Un indice sur les voleurs est apparu au début d'octobre, lorsque 2 hommes sous surveillance sont allés dans une banque locale pour tenter de vendre des lingots d'or. Les employés de la banque ont suivi les numéros de série des lingots et ont découvert qu'ils correspondaient à ceux volés à la banque. Ils ont immédiatement alerté la police, et les 2 hommes ont été arrêtés. Les autorités avaient des preuves solides que ces hommes faisaient partie du gang et étaient susceptibles de connaître d'autres membres s'ils étaient poussés à parler. La police en France a été informée qu'elle pouvait accuser des proches de crimes dont ils n'avaient même pas connaissance, et qu'elle avait le pouvoir de détenir tout suspect en prison et d'utiliser n'importe quelle méthode pour obtenir des aveux, même si elle était illégale. Après tout cela, un nom est sorti. L'un des 2 hommes a donné le nom d'un photographe, Albert, en disant que c'était lui qui avait planifié cette opération. La police s'est rendue immédiatement chez le photographe et lui a raconté tout ce qu'ils avaient découvert. L'homme était tellement choqué qu'il leur a dit qu'il n'en savait rien. Les policiers étaient désespérés car il ne correspondait pas au profil recherché. En fait, il semblait tout à fait innocent, et de nombreuses personnes ont témoigné en sa faveur. Elles disaient qu'il vivait une vie simple en tant que photographe, qu'il était charmant et romantique, surtout envers sa femme. Le couple préférait vivre à la campagne, loin du bruit de la ville. Un homme aussi simple et paisible semblait improbable pour planifier un cambriolage de banque. Malgré tout, il a été placé en détention, et les détectives ont recommencé leur enquête sur lui. L'homme n'a cessé de clamer son innocence tout au long de l'enquête, qui a duré des heures et des heures. Les policiers ont essayé toutes les astuces qu'ils connaissaient pour obtenir des aveux, y compris des méthodes illégales. Mais le photographe est resté calme. Pendant que les enquêteurs interrogeaient Albert, la police a fouillé le cottage qu'il partageait avec sa femme. Ils ont découvert des armes illégales et des explosifs, ce qui leur a donné un avantage dans l'interrogatoire. Comme je l'ai mentionné précédemment, la police n'avait aucun problème à utiliser des méthodes illégales pour obtenir les aveux qu'elle voulait. Ils ont menacé de poursuivre sa femme pour possession d'armes à feu et de la mettre en prison pendant de nombreuses années, car ils étaient persuadés qu'Albert aimait trop sa femme pour la laisser être arrêtée. À ce moment-là, Albert a été contraint de révéler la vérité à la police pour sauver sa femme. Il a avoué qu'il était le cerveau derrière cette opération et leur a donné un discours détaillé sur la façon dont il l'avait planifié. Il a expliqué que l'idée lui était venue il y a 2 ans, lorsqu'un de ses voisins qui travaillait à la banque lui avait dit que le coffre-fort n'avait pas de système d'alarme. Albert est allé à la banque et a loué un coffre. Les titulaires de coffres avaient le droit d'entrer dans le coffre-fort sans surveillance pour préserver leur intimité lorsqu'ils rangeaient leurs affaires. Albert a donc profité de cette opportunité pour entrer dans le coffre avec son appareil photo. Il a pris des photos de chaque coin du coffre-fort et a pris de nombreuses notes. Il y avait des milliers de coffres dans le coffre, il lui fallait donc un plan pour rester à l'intérieur pendant longtemps sans être repéré, afin de pouvoir casser la plupart des serrures. Il a cherché et a réalisé que la meilleure option pour entrer dans le coffre était par le réseau d'égouts souterrains de la ville de Nice. La ville avait un immense réseau d'égouts souterrains, mais il ne passait pas sous les bâtiments de la banque. Albert a donc pensé à creuser un tunnel à partir du point le plus proche pour se retrouver sous le bâtiment de la banque. Bien sûr, cela était extrêmement difficile à réaliser et nécessitait beaucoup de temps et d'efforts. Il a passé des semaines à explorer le réseau d'égouts pour trouver une ligne directe vers la banque et déterminer le point de départ idéal pour creuser. C'était une tâche incroyablement difficile, et l'odeur nauséabonde des égouts le rendait malade. Pour lutter contre l'odeur,
il fumait des cigares cubains. Finalement, il a compris que cette mission était impossible. Sous une fausse identité d'entrepreneur, Albert s'est rendu à la mairie de la ville pour obtenir une carte du réseau d'égouts de la ville, ce qui a facilité les choses pour lui. Enfin, il a trouvé la branche d'égout la plus proche de la banque et a repéré le point de départ idéal pour creuser un tunnel de 30 pieds jusqu'au coffre-fort. Ce n'était pas une grande distance en soi, mais ce qui la rendait difficile, c'est que le creusement se ferait sous l'une des plus grandes artères de la ville, connue pour ses embouteillages, et le bruit serait entendu depuis la rue au-dessus. Albert avait maintenant le plan, mais il lui manquait les moyens et les hommes pour le mettre en œuvre. Il a donc voyagé jusqu'à Marseille et a rencontré certains chefs de gang, y compris les rats des égouts. Ils ont vraiment adoré le plan et se sont enthousiasmés pour lui. Ils ont accepté de l'aider en échange d'une grosse part du gâteau. Ils lui ont fourni la main-d'œuvre et tout l'équipement nécessaire pour commencer l'opération. Tout d'abord, Albert a posté un groupe de gars sur la zone de creusement avec des radios pour avertir les autres en cas d'apparition inattendue de policiers. Il a pris toutes les précautions pour que l'opération ne soit pas compromise. Le creusement en lui-même était épuisant, car il travaillait avec des outils traditionnels pour ne pas être entendu par les autres. L'espace était étroit, chaud et mal ventilé, ce qui était très difficile pour les creuseurs. Un jour, l'un des hommes n'a pas pu supporter de telles conditions et s'est évanoui. C'est à ce moment-là qu'Albert s'est retrouvé obligé de les diviser en équipes. Chaque équipe travaillait pendant 10 minutes, puis se reposait pendant 10 autres. Un médecin était même présent pour les urgences. Ils avaient besoin d'air frais et de lumière pour continuer à travailler, alors ils ont apporté un tuyau de ventilation et un câble électrique d'un demi-kilomètre. Ils ont obtenu de l'électricité dans un garage voisin pour faire fonctionner les ventilateurs et les lumières. Cela a amélioré les conditions de travail. Albert croyait que le succès du plan dépendait du confort des travailleurs, alors il a fait de son mieux pour les mettre à l'aise. 9 semaines plus tard, au début du mois de juillet, ils ont enfin atteint le mur du coffre-fort. Tout le monde était content, sauf Albert. Il savait qu'il restait beaucoup de travail à faire. Il devait encore percer un mur en béton armé de 30 cm d'épaisseur. Ce n'était pas difficile, mais ils avaient besoin de marteaux-piqueurs et de perceuses pour y parvenir. Albert avait peur que le bruit des outils puisse être entendu, alors il est allé au-dessus de la zone de creusement et leur a demandé de commencer. Ses craintes se sont avérées infondées, ils ne pouvaient rien entendre du tout. Ils ont réussi à percer la moitié du mur du coffre-fort cette nuit-là et ont décidé de terminer le reste du mur la nuit suivante. Le jour J était arrivé, le samedi 17 juillet. Ils ont choisi ce jour parce que c'était le premier jour du week-end et que la banque serait vide, leur laissant suffisamment de temps pour terminer ce qu'ils avaient commencé. Cette nuit-là, ils sont entrés dans le tunnel et ont commencé à percer ce qui restait du mur en béton. Il leur restait encore 15 cm de béton renforcé à traverser. Le perçage a pris beaucoup plus de temps que ce qu'Albert avait prévu. Il était 2 heures du matin, le dimanche matin, lorsque les rats des égouts sont enfin entrés dans le coffre-fort. Leur première tâche était de souder la porte en acier à son cadre. Ainsi, Albert et son gang auraient le temps de s'échapper si quelqu'un tentait d'accéder au coffre-fort. Ensuite, ils ont commencé à ouvrir les coffres un par un et ils étaient stupéfaits par ce qu'ils trouvaient, des bijoux, de l'or, de l'argent, tout ce dont ils rêvaient. Ils ont célébré leur victoire en dînant à l'intérieur du coffre-fort comme des rois, sur une table en or trouvée dans l'un des coffres. Cette nuit-là, des convoyeurs armés sont venus faire un dépôt de nuit. C'était une opération habituelle, un fourgon blindé a apporté une mallette pleine d'argent et l'a jetée par un petit trou qui menait directement au coffre-fort sans l'ouvrir. C'était comme un bonus, un cadeau du ciel pour eux. Les rats des égouts ont continué à ouvrir les autres coffres. Ils ont passé presque 27 heures à l'intérieur du coffre-fort, mais ils ont seulement réussi à en ouvrir 400 sur 4000. Cependant, c'était plus que suffisant pour eux. Le lundi matin, à 5 heures du matin, Albert a déclaré qu'il était temps de partir. Moins de 4 heures plus tard, la banque ouvrirait, mais avant de partir, Albert a pris une bombe de peinture et a écrit la célèbre citation sur le mur, « Sans armes, sans violence, sans haine ». À la fin, Albert a finalement été arrêté aux côtés du reste du gang des rats des égouts. Il a alors donné au détective tous les détails que nous avons mentionnés précédemment et a exprimé son désir de coopérer en échange du fait que sa femme soit tenue à l'écart de tout cela. Albert est resté en détention jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu contre lui. Pendant cette période, Albert,
accompagné de son avocat, rencontrait le juge chaque jeudi dans son bureau. Le juge voulait évaluer son état d'esprit et voir dans quelle mesure il était prêt à coopérer. Cette situation a duré plusieurs semaines. Lors de la dernière réunion avant son procès, Albert s'est rendu au bureau du juge comme d'habitude. Il a commencé à parler du cambriolage et a remis au juge 3 dessins du réseau d'égouts de la ville, expliquant en détail ce qui s'était passé, comment il avait planifié l'opération et où ils avaient commencé à creuser. Le juge était concentré sur les paroles d'Albert tout en regardant la carte, puis tout à coup, il s'est tourné vers la fenêtre derrière le bureau du juge et a sauté à travers, laissant le juge et l'avocat dans l'étonnement, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Le bureau du juge était au premier étage, ce qui a facilité à Albert de sauter sur le toit d'une voiture qui était garée sous la fenêtre. Dès qu'il a sauté, son ami l'attendait sur une moto et ils se sont enfuis. Depuis ce jour, Albert avait disparu, et la police ne pouvait ni le retrouver ni le butin qui avait été volé, car il n'a donné aucune information pour les mener jusqu'à lui pendant l'enquête. Cependant, ils ont dit qu'il avait envoyé 600 $ en espèces au propriétaire de la voiture sur laquelle il avait atterri. Albert a passé le reste de sa vie à envoyer des photos provocantes et des messages aux enquêteurs par l'intermédiaire des médias, des journaux et des magazines. Malheureusement, sa femme, qu'il aimait tant, a décidé de ne pas partager sa vie en fuite. Elle est restée à Nice, où elle a continué à travailler comme infirmière. Le cerveau du cambriolage le plus important du siècle est décédé en 1989 d'un cancer du poumon. Voilà, nous arrivons à la fin de notre histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos.